et toutes les opérations. Alors d'abord, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Le côté hyperactif chez vous m'intéresse beaucoup parce que vous avez dirigé énormément d'entreprises privées, publiques, et là vous avez montré que finalement, dans la vie, ça sert à rien de croire qu'on va rester toute sa vie dans la même entreprise, qu'il faut pas hésiter à se remettre en question. Et c'est ça qui m'intéresse chez vous. D'accord. Donc cette remise en question, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à la faire? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup vous changiez d'optique, passant d'un directeur d'hôpital à directeur d'une société à Vernou, etc., etc. Je dirais que c'est la nécessité de l'actualité sur le moment. Hein, j'avais une formation universitaire de droit et de Sciences Po, et j'ai réussi l'école de la santé. Donc on a commencé comme ça. Puis ensuite, le hasard de la vie m'a conduit ici en Ardèche à l'hôpital de Privas comme directeur. Et puis après, ça a été des successions simplement de hasard. Et en famille, avec mon épouse, les enfants, on s'est adapté tout simplement à ces hasards en disant on peut pas rester figé. On n'est pas propriétaire d'une mission ou d'un poste qu'on occupe à un moment donné. Quelquefois, l'actualité évolue, la vie évolue. Et il faut savoir répondre à cet appel de l'évolution. Sinon, on meurt. On meurt intellectuellement et puis on meurt quelque part un peu physiquement. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est que lorsqu'on s'installe trop dans des fonctions que l'on croit permanentes, on entraîne avec soi la désespérance de l'entreprise ou de la collectivité dont on a la charge. Donc je dirais que par respect pour les missions qu'on vous confie, il faut pas non plus s'en sentir propriétaire. Sinon, on entraîne des amis, des personnes qui croient en vous, qui croient dans leur pays, dans une espèce d'échec collectif. Voilà, donc Monsieur Michel, on était parti sur cette période de votre vie qui était assez intéressante, je pense, vraiment quelque chose d'assez formidable. Votre action auprès des sourds et malentendants. C'est en dirigeant, en étant nommé directeur de l'Institut national des jeunes sourds à Paris, que j'ai pu m'intéresser énormément aux jeunes sourds et aux sourds en général. Lorsque j'ai été au cabinet de Jacques Barrault, il m'avait demandé de m'occuper des sourds et des aveugles. Donc j'avais commencé à m'en occuper, et puis ensuite il y a eu des changements politiques, et puis j'avais perdu un peu contact avec ce sujet. Et puis lorsque le poste de directeur de l'Institut national des jeunes sourds a été vacant... Qui était une institution créée sous Louis XVI, m'avez-vous dit? L'Institut national des jeunes sourds a été créé à peu près à cette époque, oui, sous le règne de Louis XVI, et puis ça a été maintenu au moment de la Révolution, et puis pendant tout le 19e et début du 20e siècle. Dans des bâtiments historiques, qui était un ancien couvent, et dans ce couvent, il y avait une belle roseraie, et puis il y avait un bel arbre, il y avait un vieux poirier, et on raconte que La Fontaine a écrit ses fables en dessous de ce poirier, et en particulier le corbeau et le renard. Oui, évidemment. C'est quand même intéressant. Alors, est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est historiquement vrai? On sait pas. C'est pas tout à fait vérifié, mais enfin, toujours pas facile. On le racontait. D'accord, ok. Alors donc, effectivement, vous avez eu en plus une autre action qui me semble vraiment très intéressante, c'est au niveau du baccalauréat, vous avez souhaité que la langue des signes soit une langue comme l'anglais, le français, etc. Je pense que ça s'imposait. Et puis dans certains pays voisins comme l'Allemagne, aux États-Unis, les choses se passaient déjà de la sorte. Et nous, on était un peu en retard parce que on pensait que le français devait s'imposer comme une langue unique. Et c'est Jacques Lang qui nous a aidés à autoriser et à organiser, parce qu'il faut les deux, la langue des signes au baccalauréat, et c'est vrai que ça a été un bon succès. L'une des dernières questions que j'aimerais vous poser, c'est que finalement, vers nous aujourd'hui, parce que
vous avez été maire de Vernoux, donc on va pas épigoler là-dessus, mais il y a des réactions qui se passent au niveau des maires. Vous avez des maires maintenant qui ont plus envie de continuer. Pourquoi ? Parce que il y a des problèmes administratifs énormes. Et on se rend compte que finalement, si on arrivait à supprimer, je pense à une femme maire qui a parlé dernièrement à la télévision, qui a expliqué que pour avoir un médecin dans son village, elle a fait venir un médecin roumain, et que le Conseil de l'Ordre des médecins a mis 8 mois pour accepter quelque chose. Alors, et le président de l'Ordre des médecins, qui a été évidemment confronté à cette question, a bafouillé, enfin il a répondu ces trucs et tout, il a dit, vous comprenez, c'est l'administration. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette administration ? De capacité avec la décentralisation. Je vois qu'ici, à Vernoux, c'est vrai que j'ai fait un certain nombre de choses. Mon prédécesseur en avait fait aussi. Et je vois bien que Madame Finiels, qui est la maire actuelle, fait beaucoup de choses dans Vernoux. Bon, elle a créé une maison médicale, elle a fait un certain nombre de choses. Donc on peut. Le problème, moi je dirais qu'il y a 2 problèmes. Je dirais que le premier problème, c'est la responsabilité. Il y a, depuis toutes ces nouvelles lois, une responsabilité juridique et pénale beaucoup plus importante qui peuvent s'abattre sur les maires. Vous avez des accidents sportifs, des feux d'artifice, des accidents provoqués par du personnel, et beaucoup de maires qui ont eu des condamnations pour des petites choses sont un peu effrayés par ce contexte. Permis de les construire. Donc, vous voyez, donc ça fait beaucoup de choses. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les citoyens, d'une manière générale, sont pas très, bienveillants, même s'ils aiment bien leurs élus locaux, à l'égard des maires. Ils concentrent toutes les critiques, les frustrations, les déceptions, etc. Il faut savoir qu'il peut pas tout faire. Non, mais c'est le dernier rempart, en fait, aussi pour les gens. Il y a le travail. Ouais. Il y a le travail. C'est que pour être maire, il faut pratiquement y passer tout son temps. Donc les indemnités permettent pas, il faut le dire, pour des petites communes, d'y passer tout son temps. Il faut exercer une profession à côté. Ouais. Et puis beaucoup sont pas à la maison et tout. Donc il y a un moment où ils en ont un peu assez, tout en ayant voulu être élus et exercer le mandat avec passion. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte de ce point de vue un peu délicat. Voilà. Donc c'est vrai que les maires réclament, on les écoute, on entend ça, une compréhension de la part du gouvernement, qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés et donc avoir du mal à faire leur boulot de maire, quoi. Il faut qu'il y ait d'abord une stabilité juridique. On multiplie les lois, les règlements, etc., les circulaires, qui sont plus ou moins appliqués, il faut quand même bien le dire, et qui correspondent pas toujours à la réalité. Donc le maire se trouve quand même responsable de l'application d'une partie de ces textes sur le territoire. L'administration a pas tous les torts, mais en même temps, ils sont peut-être pas toujours armés pour répondre aux problèmes au quotidien. Alors c'est pas un problème de quantité d'argent, de quantité de personnel. Il y a beaucoup de problèmes de compétences, de disponibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour finir, j'aimerais votre avis quand même sur la fracture dont tout le monde parle entre le rural et le citadin et la ville. Il y a quand même un problème là, à ce niveau-là. Au niveau des élites, c'est clair. Je pense que la plupart des élites parisiennes qui gouvernent le pays, il faut bien le dire, ont le tort de pas aller se promener, ne serait-ce que quelques jours pendant leurs vacances, pour voir comment ça se passe. Et c'est vrai que ce qu'on voit, ils ne se rendent pas compte qu'à la campagne, on a besoin d'une voiture, on a besoin de se déplacer. On a besoin de bouger et que les frais de carburant et autres sont des frais importants. Alors qu'à Paris, évidemment, le prix du ticket de métro, souvent subventionné par les entreprises et la région, n'a pas la même portée dans le budget. Donc il devrait se mettre à la portée de ces maires. Et puis on peut pas un jour dire qu'il y a la taxe d'habitation, le jour d'après dire qu'elle y est plus.
les gens perdent un petit peu leur référence. Donc là, il y a un problème qu'on sent très bien, de manque de considération de ce qui se passe ici. Alors d'un autre côté, certes, un manque d'incompréhension, mais on voit de plus en plus de personnes qui fuient les villes pour venir habiter d'abord dans des petites villes et puis à la campagne. Ça c'est clair, en fait, dans toutes les émissions qu'on a fait déjà sur ce sujet, dans les villages, quand on pose la question aux gens, je vous redonne 10 000 € par mois pour retourner en ville, systématiquement, c'est non. Ah ben personnellement, j'y retournerai pas. je suis avec ma famille, mon épouse, on est très très bien ici. On n'a jamais vraiment quitté Vernou. On aime Vernou et je suis franchement très optimiste pour le développement du village. Tout concourt à ce que ça marche bien. Bah donc, en plus, on va en parler dans cette émission, donc sur Radio des Boutières, qui passe dans 38 pays, je vous signale quand même au passage. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est de dire que vraiment, vous aimez Vernou, les gens qui vivent à Vernou aiment Vernou, alors venez faire un tour à Vernou. Ben voilà, venez y habiter. Voilà, ça sera le mot de la fin, Monsieur Michel, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était un grand plaisir d'interviewer Jean-François Michel. Bon, c'est quand même qui a un parcours